Votre journal Afrique avec au sommaire ce soir, sous les fenêtres de la présidence, plusieurs milliers de Sud-Africains ont défilé dans les rues de Pretoria pour réclamer le départ du très impopulaire président Jacob Zuma, rattrapé, vous le savez, par plusieurs scandales de corruption. On en parle, la synthèse, on décryptera tout à l'heure vos réactions à notre question Facebook sur la stratégie de Joseph Kabila en RDC avec Maud Roubaud et notre confrère Ousmane Diaye de Courrier International. Et puis, le Cap-Vert en musique, la patrie de la regrettée Césaria Evora accueille encore pour quelques heures l'Atlantic Music Expo, un grand rendez-vous autour de conférences et de concerts. Nous serons sur place en fin d'édition. Et bonsoir à tous depuis Paris. L'opposition sud-africaine a réussi son pari dans les rues de Pretoria. Nouvelle démonstration de force ce mercredi contre le président Jacob Zuma, englué, vous le savez, dans plusieurs scandales. Des milliers de personnes mobilisées alors que se profile un nouveau vote de défiance au Parlement. Précision, Julien Munzer, Clémence de Honte. Ils ont célébré à leur manière l'anniversaire du président Jacob Zuma. Point levé, pancarte au slogan « Zuma doit tomber ». Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons que Zuma quitte la présidence. On en a marre de la corruption. Et depuis qu'il est élu, il n'a rien fait. Nous n'aimons pas la manière dont il gère les choses. Alors s'il vous plaît, aidez-nous. Zuma doit tomber. Soupçonné de corruption, le président sud-africain a limogé il y a 2 semaines son ministre des Finances. Pravin Gordhan s'opposait à Jacob Zuma sur la question de la transparence des finances publiques. La mesure a créé des remous dans toute la classe politique, y compris au sein de l'ANC de Zuma. Le président cherche donc à resserrer les rangs derrière lui. Dans son fief de Soweto, entouré de ses partisans pour fêter ses 75 ans, il a réagi aux manifestations. Il n'y a aucun président qu'ils n'ont pas accusé parce qu'ils n'attaquent pas les individus, mais bien l'ANC en tant qu'organisation. Ne soyez pas inquiets, ne pensez pas que Mandela ou Mbeki ont fait quelque chose de mal. C'est juste qu'ils étaient des présidents de l'ANC et qu'on les a attaqués pour cela, surtout l'opposition. Derrière l'emblématique leader de l'opposition, Julius Malema, ce sont tous les partis politiques du pays, sauf 2, qui sont descendus dans la rue. Le chef de l'État a quand même qualifié ces manifestations de racistes, mais du côté du Parti des combattants économiques de la liberté, on se défend de ces critiques. Si ne plus vouloir de Zuma, c'est être raciste, alors nous sommes racistes. N'importe quelle personne qui finance la lutte anticorruption, cette personne est un patriote. Peu importe que vous soyez blanc, indien ou encore noir, nous sommes ici pour défendre le futur de nos enfants. Une nouvelle motion de défiance contre le président a été déposée au Parlement. Bien que l'ANC tienne la majorité, la guerre de succession que vit le parti en interne peut créer une incertitude mardi prochain, le jour du vote. Ce rappel, la composition du nouveau gouvernement au Mali est tombée tard hier soir. Une nouvelle équipe de 35 ministres autour d'Abdoulaye Idrissa Maïga, le chef du gouvernement. 7 femmes intègrent le cabinet. Les principaux changements concernent 2 secteurs en crise, le ministère de la Santé et celui de l'Éducation. Mohamed Ould Abdel Aziz a été reçu en fin d'après-midi à Paris, à l'Élysée. Une rencontre entre le président mauritanien et le président français autour de thématiques comme le terrorisme ou encore le G5 Sahel. La République démocratique du Congo, le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, très contesté, vous le savez, bouclait ses consultations ce mercredi en vue de la formation de son gouvernement. Rien n'est fait, dit l'opposition, et Bruno Tshibala, lui, veut s'en tenir à la feuille de route initiale. Écoutez. Nous nous sommes retrouvés au dialogue politique de la CENCO pour nous mettre d'accord et donc trouver un compromis en vue d'aller à des élections suivant un nouveau calendrier qui nous sera présenté par la CENI. Avant la formation du gouvernement, qu'on parle des élections, qu'on parle du social, bien qu'il y a des recommandations, dont notamment la priorité est de répondre aux besoins de notre peuple, notamment dans le social, dans la sécurité, a envie d'échiter aux élections.
Voilà, et la RDC, il en est encore question dans notre séquence. On en parle avec ce soir Maude Roubaud. Bonsoir Maude. Bonsoir. Et bonsoir aussi à notre confrère Ousmane Diaye de Courrier International. Bonsoir. La question Facebook est en ligne depuis lundi. Joseph Kabila, une stratégie à toute épreuve. Alors on replace le cadre, on l'a dit, il y a quelques jours, Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre, ce qui a semble-t-il accentué les divisions au sein de l'opposition. Et c'est d'ailleurs, Maude, le constat que dressent la plupart de nos internautes. Oui, à l'image d'Espoir Irengue, qui nous écrit depuis Bujumbura, au Burundi. Et pour lui, le président Kabila a seulement profité de l'immaturité et de l'incompétence notoire des acteurs politiques de tous bords. Andy Kateng de Lubumbashi, lui, estime que les opposants de jour sont prêts à changer de casquette la nuit pour un poste. Résultat, le peuple ne sait plus à qui faire confiance. Alors, Joseph Kabila ne profite-t-il pas tout simplement de la faiblesse de ses adversaires dont les divisions ont éclaté après la mort d'Étienne Tshisekedi? Oui, bien sûr. En fait, d'où on part, c'est simple. Pour moi, Kabila n'a pas une stratégie. S'il a une stratégie, elle est simple. Kabila a fait un coup de force. C'est-à-dire, il s'est maintenu au pouvoir alors que rien ne lui permettait. La Constitution lui interdisait, etc. Il a mis son peuple devant le fait accompli. Pour moi, c'est une forme de coup d'État. Kabila a inventé une nouvelle forme de coup d'État. Et je pense qu'il se permet parce que l'opposition, est affaiblie et assez médiocre, au fond. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez Bruno Tshibala, qui vient d'être nommé Premier ministre, il y a quelques jours, il était aux côtés de Joseph Olengakoy qui a parlé pour dire la même chose. Il était le porte-parole du rassemblement de l'opposition. Le Premier ministre qui l'a remplacé, Sami Badibanga, même chose. Il était le porte-parole du principal parti d'opposition. Donc je pense qu'on a l'impression que finalement, bien sûr, dans une forme de paradoxe politique, le meilleur allié de Kabila, finalement, le meilleur atout de Kabila, paradoxalement, c'est son opposition. Tant elle est médiocre, tant elle s'illustre dans des querelles crypto-personnelles. Il faut rappeler quand même que la dépouille de la figure historique de l'opposition qu'ils vénèrent tous, ils n'ont pas été capables d'être d'accord sur le rapatriement et sur les conditions de l'inhumation, tellement ils étaient occupés à se déchirer pour la succession. Ousmane, l'opposition est médiocre, on l'a compris, enfin c'est ce que vous nous dites. En même temps, si Kabila n'était pas malin, il n'aurait pas pu utiliser cette médiocrité. Moi je pense que Kabila n'est pas malin, c'est simple. Kabila, il a l'armée. Qu'est-ce qu'il fait quand le mouvement, parce que quand même au Congo, ce qu'il faut dire, je pense que c'est l'espoir aujourd'hui, que la situation se débloque politiquement, cette situation de fermeture, cette situation d'entente tacite entre une classe politique assez corrompue, avec les mêmes mœurs politiques, a fait émerger des mouvements citoyens, Filimbi, Lucha, qui par contre tiennent une opposition très radicale, ils tiennent tête à Kabila. Kabila envoie l'armée. Eux, il n'y a pas d'accord de Saint-Sylvestre. Oui. Voilà, donc je pense que Kabila, il n'a pas une intelligence stratégique, il a l'armée, et il a une capacité de corruption. Voilà. Je pense que ce sont ces deux principaux outils qui n'ont rien d'intelligent au fond, et qui n'ont rien d'honorable. Maude ? Oui, donc beaucoup d'internautes, eux, estiment que Joseph Kabila s'accroche au pouvoir et qu'il repousse au maximum l'échéance présidentielle. Et c'est ce que nous dit Julia Ferriol, Mwambulungu, à Kinshasa, qui pense que Joseph Kabila fait traîner en longueur. Mais pour lui, donc cet internaute, la page est tournée et tout ce qui se passe est en fait un signe d'agonie, nous dit-il, d'un régime prédateur. Teddy Chitenda Mulumba, lui aussi à Kinshasa, va encore plus loin car pour lui, si Kabila utilise bien le dépochage et la corruption pour fragiliser l'opposition et obtenir un troisième mandat, la jeunesse congolaise s'impatiente et Kabila risque de subir pour lui le même sort que l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non, je suis pas d'accord. Je pense que le régime de Joseph Kabila n'est pas à l'agonie. Je pense qu'il a réussi un truc que rarement dans le monde on a vu. C'est-à-dire, il a fini son mandat, il part pas. Le dernier qu'il a fait, Gbagbo, il est parti avec les armes, intervention. Faut remarquer que là, on parle pas d'intervention. Il déroule à son aise. Par contre, je pense que oui, la jeunesse s'organise et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où
la question de l'alternance politique au Congo, il se pose quasiment en termes d'alternance générationnelle. Parce que Filimbi, c'est un autre visage. C'est d'abord une jeunesse qui en avait marre d'être spoliée, qui en avait marre des ententes tacites entre la pseudo-opposition et le pouvoir de Kabila, qui porte un discours tout à fait nouveau. C'est-à-dire, il révolutionne les mœurs politiques. Premièrement, un mouvement comme Lucha Filimbi, ils affirment fortement que c'est des mouvements non violents. Alors que dans un espace politique congolais marqué quand même par une certaine culture de la violence. Tous les présidents qui sont succédés jusqu'ici ont utilisé la violence pour arriver au pouvoir. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir pas par les urnes. Il est arrivé au pouvoir parce que son père a pris les armes, a conquis Kinshasa, et puis bon, son père a été assassiné, il lui a succédé. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et je pense que l'issue, en tout cas, le destin politique du Congo, hélas, repose quand même sur cet espoir fébrile, assez fragile que représente cette jeunesse qui s'organise en mouvement citoyen et qui émerge. Beaucoup de commentaires aussi sur Facebook sur le désengagement de l'Église qui était à la manœuvre justement avant l'accord du 31 décembre. Ouais, j'accuse la Senko de favoriser le glissement depuis le 20 décembre. Construire sans terminer, c'est détruire, nous dit Nkashama Mukeba depuis le Cap en Afrique du Sud. Il y a aussi beaucoup de commentaires qui interpellent les acteurs de la communauté internationale. Pour Fabrice Samou, le départ de Kabila ne se fera que par les pressions extérieures, comme en Gambie avec Yahya Jammeh. Ousmane, je vous pose cette question de Benoît Ngeleka de Kinshasa. Si les élections n'étaient pas organisées selon l'accord du 31 décembre, que ferait la communauté internationale pour sortir le pays du chaos actuel ? Enfin, la communauté internationale, bon, ça dépend de quelle communauté on parle, hein. Si on parle de l'ONU, par exemple, qui est l'acteur historique, la plus grande mission de l'ONU et la mission la plus coûteuse de l'ONU dans le monde, c'est la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Je ne pense pas que ça soit une brillante réussite. Donc je vois très mal, déjà que la MONUSCO n'arrive pas à régler la situation dans l'est du pays, je vois très mal l'ONU engager une opération militaire. Par contre, le Rwanda a une doctrine en termes de politique étrangère qui est assez intéressante. Le Rwanda a toujours estimé que le déséquilibre intérieur du Congo le menaçait. Parce que il y a beaucoup de réfugiés rwandais, beaucoup d'anciens du régime génocidaire qui sont basés sur place, et Kagame a toujours, le président rwandais Kagame, a toujours réclamé une sorte de droit de poursuite. Et puis aussi, il faut rappeler toujours, l'histoire est importante, que en tout cas, la dynastie Kabila est là parce qu'elle a été parrainée par le Rwanda. Laurent Désiré Kabila, père, prend le pouvoir, cornaqué par le chef d'état-major de l'armée rwandaise, qui est l'actuel ministre de la Défense du Rwanda. Ouais. Donc je pense que si la situation se délite, le Rwanda peut intervenir. Merci Ousmane Diaye. Je rappelle que vous êtes journaliste à Courrier International. Et merci à vous, Maud, pour cette synthèse. Alors on reste effectivement en RDC. On parle de la Lucha, on l'évoquait à l'instant. 32 militants de la Lucha ont finalement été libérés quelques heures après leur interpellation à Goma. Ce mouvement citoyen de lutte pour le changement avait organisé un sit-in pacifique en faveur de ces milliers de Congolais qui n'arrivent plus à recouvrer leur épargne. Explication, Julien Muntzer, Clémence Deron. Quelques dizaines de personnes affichant leurs revendications. Pacifiquement, ils sont venus protester contre la Banque centrale congolaise à Goma. La BCC a placé sous sa tutelle des coopératives et des banques qui ont fait faillite, empêchant depuis les clients de ces institutions de recouvrer leur épargne. Les victimes et leurs représentants étaient soutenus par les militants de Lucha. Il y a une mauvaise foi avec la Banque centrale qui ne veut pas justement résoudre certains problèmes. Si aujourd'hui les amis de la Lucha peuvent justement revendiquer, c'est justement un problème qui est lié au social et qui est officiel. C'est près de 30 000 personnes qui ont vu leurs économies gelées sans aucune explication et la BCC laisse traîner la situation. Nous voulons le remboursement total de notre argent. Comment l'argent peut être thésaurisé pendant 3 ans, 4 ans et il y a des femmes qui meurent parce qu'il manque même les frais pour les soins médicaux, les enfants qui n'étudient plus, les gens qui mangent difficilement. On se dit finalement pourquoi ces autorités se taisent devant une situation macabre comme celle-là. Le sit-in qui se déroulait dans le calme a tourné court. La police est rapidement intervenue en force. Elle a procédé à des arrestations tout en empêchant les journalistes de travailler. Les forces de l'ordre ont embarqué une trentaine de personnes au commissariat de Goma.
L'union fait la force, l'adage est connu et la Côte d'Ivoire et le Ghana tentent de le vérifier à propos de la filière cacao. Les deux pays représentent 60% de la production mondiale, mais souffrent en ce moment d'un marché en berne. Écoutez à ce propos la directrice générale du Conseil Café-Cacao de Côte d'Ivoire. Il était important que nous puissions nous réunir afin d'avoir une stratégie commune, de discuter ensemble des challenges, des défis qui s'imposent à la cacaoculture. Il nous faut une cacaoculture durable pour le bien-être de nos producteurs et c'était important, à l'instar de ce qui se passe pour d'autres commodités, que nos deux pays prennent l'initiative de se rencontrer et d'adopter une position commune sur différents sujets, dont le plus important aujourd'hui est bien la volatilité des cours mondiaux du cacao, leur baisse, plus de 30%, je le disais tantôt, qui impacte malheureusement le niveau de vie des producteurs. Un propos recueilli par Angers Magnani et Landry Flan. Direction maintenant l'Atlantic Music Expo qui s'achève au Cap-Vert, un concept qui mêle des conférences et deux grands festivals musicaux avec des concerts tous les soirs. Sur place cette année, notamment le pianiste cubain Roberto Fonseca, la chanteuse brésilienne Maria Gadou ou encore Pat Thomas, l'interprète ghanéen. Reportage TV5 Monde sur place à Praia, Coralie Pierret. Ils ont formé un groupe mythique né dans les années 70. Les 11 musiciens de Bulimondo ont modernisé le funana, un rythme traditionnel du Cap-Vert. L'Atlantic Music Expo leur a permis de renouer avec le public. Le festival fait la part belle aux musiques de l'archipel. Nous, les Capverdiens, on a été forcés à immigrer à cause des difficultés, de la pauvreté. Tout ça nous a donné la saudade, la nostalgie. Ce sentiment que l'on porte en nous, c'est ce que l'on retransmet musicalement. Showcase, conférences, les artistes d'Afrique et d'ailleurs rencontrent pendant 4 jours des professionnels. José da Silva est celui qui a découvert une certaine Césaria Evora. La musique créole, il y a cette vitalité parce que c'est une musique qui réunit plusieurs autres musiques. Donc c'est la rencontre de cultures et j'ai pour habitude de dire que c'est le futur. De nombreux concerts sont gratuits et se déroulent dans le centre-ville de la capitale. Le public a bien l'intention de profiter de cette semaine de festivités. Ça sera une fête, bonne fête. Ça va être une semaine fantastique avec de la musique et de la culture capverdienne, mais pas seulement. Si on ne vit pas avec la musique, on meurt. C'est ça. Cette année, une quarantaine d'artistes participent à l'Atlantic Music Expo qui laissera la place à partir de vendredi au Creole Jazz Festival. Et c'est tout pour ce soir dans Journal Afrique, édition en ligne dans quelques minutes sur notre site internet et sur Facebook. Merci, à demain.